le journal. Nouveau journal sur la RT Éduc, merci d'être avec nous à la une. À l'éducation nationale, la France, la Grande-Bretagne ainsi que l'ONU Femmes ont réaffirmé à la ministre d'État Raïssa Malou leur engagement pour la réussite des différentes réformes initiées dans le secteur éducatif en RDC. Reportage à suivre. Grève des transporteurs urbains à Kinshasa. La première ministre désamorce la crise dans les secteurs publics et privés. Judith Suminho a donné des instructions aux ministres concernés en vue d'apporter des solutions. Débutons tout d'abord par cette nouvelle. Exeta 2024, poursuite de la publication des résultats dans les prochaines heures pour les provinces éducationnelles de Kinshasa, Tchangou, Tanganyika 1, Congo central 3, Maïndombe 1 et Kwango 2 seront connus dès ce mercredi auprès des opérateurs des téléphonies mobiles. Félicitations d'ores et déjà aux heureux lauréats. Amélioration de l'éducation de base, violence basée sur le genre en milieu scolaire, tels étaient les sujets au cœur des séances de travail présidées par la ministre d'État de l'Éducation nationale et les partenaires techniques financiers. La France, la Grande-Bretagne ainsi que l'ONU Femmes ont réaffirmé à Raïssa Malou leur engagement pour la réussite des différentes réformes initiées dans le secteur éducatif en RDC. Au ministère de l'Éducation nationale, les partenaires techniques et financiers réitèrent leur engagement. Tout d'abord, l'Agence française de développement, conduite par Bruno Aubert, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France. L'AFD rassure de son soutien pour mener à bien les différentes réformes initiées afin d'améliorer l'éducation de base en RDC. L'éducation de base dont elle a la responsabilité notamment, c'est la grosse partie de notre présence aussi en termes de coopération sur l'ensemble du continuum éducation, qui couvre aussi la formation professionnelle, qui couvre l'enseignement supérieur. Mais le domaine de responsabilité du ministre continue le cœur de cible principal de nos coopérations. Et donc nous avons fait le point sur différents projets de coopération et nous voulions lui donner en quelque sorte, échanger avec elle les grands principes, les grandes orientations du cadre stratégique de nos actions communes. Sa réaction était très positive, elle était déjà évidemment bien informée, mais il était bon que nous puissions marquer ensemble la manière de travailler, la manière de mettre au point une feuille de route. Et puis il y a un sujet qui est quand même important, c'est que nous puissions bien piloter et assurer le suivi conjointement, de manière cohérente de nos projets. De son côté, la Grande-Bretagne, par la voix de son ambassadrice, Alison King, entend œuvrer aux côtés du gouvernement congolais pour l'accès, la qualité et la bonne gouvernance du secteur éducatif congolais. Donc le Royaume-Uni est un partenaire dans le domaine de l'éducation depuis des années et on a voulu rencontrer Madame la ministre de l'État pour voir comment est-ce qu'on peut avancer notre partenariat, quelles sont les lignes directrices, quelle est sa vision pour ce domaine assez important parce que c'est vraiment l'avenir de la jeunesse congolaise. Donc on a eu des très claires orientations. Comment travailler sur le plan national pour l'éducation. Donc je crois qu'on peut avancer ensemble pour améliorer l'accès, la qualité et la gouvernance du secteur de l'éducation. Et je me réjouis de voir que vraiment il y a une forte femme qui dirige ce ministère, qui a une vision autour de laquelle on peut tous en tant que partenaires travailler pour soutenir le développement de l'éducation des jeunes Congolais. Enfin, la ministre d'État, Raïssa Malou, a échangé avec une délégation d'ONU Femmes sur sa vision, seule, d'une tolérance zéro sur les violences basées sur le genre à l'école, une ligne de conduite à laquelle adhère Adama Moussa, représentant de cette organisation onicienne. Nous sommes en train de faire le tour des différents ministères qui sont dirigés par les femmes et nous sommes aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale pour rencontrer son excellence. Ça a été un échange très fructueux, très substantiel et surtout véritablement très pertinent pour le projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Il nous a donné sa perspective sur sa vision. Il s'agit véritablement d'une vision d'une école qui est débarrassée des questions de violence basées sur le genre.
Parce que vous savez, certainement, ces questions, on les aborde souvent au niveau communautaire, mais aujourd'hui, l'école est aussi un milieu où on a ces violences qui n'est pas tolérant, qui n'est pas du tout acceptable. Et elle avait clairement dit qu'il faut une école avec tolérance zéro pour les violences basées sur le genre. Donc il y a une vision d'une école, une vision holistique, d'une école débarrassée de toute forme de violence. Et c'est véritablement ce qu'elle nous a demandé et voir dans quelle mesure nous pouvons l'accompagner. Une des préoccupations majeures, c'est comment avoir un numéro d'appel unique par rapport à toutes les violences. Et je pense que c'est une problématique essentielle. Elle voulait certainement que véritablement le rôle modeling est extrêmement important pour que les filles voient en elles et aussi en d'autres formes de modèles au niveau communautaire ou surtout au niveau des écoles. Et nous pensons que c'est une vision très holistique, très porteuse, très transformative dans le domaine de l'éducation. À la province éducationnelle de la Lukunga, Jean-Pierre Yoy et ses collaborateurs ont évalué l'avancement des opérations de collecte des données statistiques pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Cet exercice permettra au directeur provincial de la Lukunga de mieux planifier ses activités et aborder l'année scolaire 2024-2025 sereinement et avec maîtrise. Astrid Mbouy nous en dit plus. Un constat satisfaisant se dégage à l'issue de la réunion d'évaluation du niveau d'avancement des activités préparatoires dans le cadre de l'opération de collecte et de traitement de données statistiques pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Tous les acteurs impliqués dans ce dossier y sont très appliqués. Nous nous sommes rendus compte que les acteurs impliqués dans cette opération sont très actifs. C'est ça ce qui nous fait donc une idée que notre province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga est à mesure de disponibiliser les données donc comme il se doit au niveau de la hiérarchie centrale. Pour le sous-prophète de Mongafula 3, Jean-Claude Kilonga, cette activité est importante car la province éducationnelle de la Lukunga doit continuer à redoubler d'efforts pour maintenir sa place des meilleures provinces. Oui, Lukunga, c'est la toute première province éducationnelle sur les 60 que compte la République démocratique du Congo dans notre sous-secteur. Et notre leitmotiv a toujours été que nous soyons côté la meilleure des provinces éducationnelles. Donc nous sommes en train de nous attendre d'avoir le 100% de nos performances. L'opération de collecte de données statistiques permettra au gouvernement congolais de mettre à la disposition notamment des livres, des mathématiques et des français pour les élèves de 5e et 6e année primaire pour la nouvelle année scolaire qui approche. Autre chose, la Haute École de Commerce de Kinshasa a été dotée de 500 bancs. Ce don du service national vise à améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants de cet établissement public d'enseignement supérieur. Bénédicte Ndembe était sur place. Après l'université de Kinshasa, l'université des sciences de l'information et de la communication, c'est le tour de la Haute École de commerce de bénéficier des œuvres du service national. Au total, 500 bancs fabriqués par les jeunes désœuvrés et délinquants formés par le service national ont été remis aux autorités de cet établissement d'enseignement supérieur ce lundi, en présence des étudiants et autorités académiques. En croire le général Kassongo Kabouik, commandant du service national, cette action entre dans le cadre de la vision du chef de l'État qui tient à la formation des jeunes, considérés comme l'avenir du pays. Les soucis du chef de l'État, commandant suprême, à travers cette distribution de bancs, est de voir les établissements d'enseignement du secteur public former la jeunesse congolaise dans les conditions permettant un bon apprentissage. Le temps d'épiloguer sur la baisse du niveau d'enseignement est dépassé. Il faut aujourd'hui que chacun joue son rôle là où il est, afin d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice Congo. Ces jeunes ont démontré qu'ils avaient besoin d'une seconde chance. Transformés, ils sont devenus des citoyens consciencieux, patriotes, nationalistes, bref, des bâtisseurs de la nation. Les bancs que nous distribuons ces jours ont été fabriqués de leurs mains dans un atelier installé en Sélé dans la ville de Kinshasa.
Une action vivement saluée par le recteur de la Haute École de Commerce de Kinshasa, qui a rendu un vibrant hommage au président de la République Félix Tshisekedi pour sa vision éclairée visant à faire de l'enseignement supérieur et universitaire un pilier central du développement de la RDC par sa ferme volonté d'en redorer le blason au travers de diverses actions. Le numéro 1 de la Haute École de Commerce de Kinshasa a aussi exprimé toute sa gratitude au gouvernement congolais, bien plus au service national, pour son soutien, mieux son engagement en faveur de l'éducation qui augure un lendemain meilleur pour la jeunesse congolaise. Poursuite de l'atelier national de validation de l'avant-projet de loi sur le code d'urbanisme et de construction à Kinshasa. Cet atelier organisé par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbandou Panzou, avec l'appui du projet Kimilinda et de l'assistance technique de l'ONU Habitat, vise à moderniser les lois urbanistiques et à améliorer la planification urbaine. Le go de ces assises a été donné par la première ministre Judith Suminwa. Le gouvernement sominois est en phase de doter le pays d'un nouveau code d'urbanisme et de construction. C'est tout l'enjeu de cet atelier national de validation de l'avant-projet de loi portant code d'urbanisme et de construction de la RDC, dont le go a été donné par la première ministre Judith Suminwa. Pour le ministre de l'Urbanisme et Habitat, ces travaux répondent aux besoins criants dans ce secteur. À titre d'exemple, Kinshasa compte près de 17 millions d'habitants et cette croissance démographique en courbe continue doit être maîtrisée. Face à la caducité et à l'obsolescence des lois coloniales régissant l'urbanisme, le gouvernement, sous votre coordination, à travers mon ministère, a initié la rédaction d'un avant-projet de loi devant servir de cadre légal de référence pour la planification urbaine ainsi que la gestion des milieux urbains. Face à cette urgence, la chef du gouvernement a donc appelé les participants à cet atelier à des contributions conséquentes. À l'issue de ces travaux, le gouvernement attend des participants non seulement des avis et suggestions, mais surtout la validation de l'avant-projet du texte, objet de vos travaux, et ce, en vue des formalités préalables à sa soumission au vote du Parlement. Pour ce faire, le gouvernement compte sur chacun d'entre vous. Je ne saurais clore mon propos sans remercier nos partenaires, la Banque mondiale ainsi que l'ONU Habitat, pour leur assistance technique et financière tout au long des travaux d'élaboration de cet avant-projet de loi. La validation en cours de l'avant-projet de loi portant code d'urbanisme et de construction s'inscrit dans une suite logique du programme d'action du gouvernement dans son pilier 3 relatif à l'aménagement du territoire national en vue d'une connectivité nationale. Dans l'axe habitat et logement décent, l'exécutif central veut promouvoir le développement urbain durable en investissant dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Grève des transporteurs urbains à Kinshasa. La première ministre désamorce la crise dans les secteurs publics et privés. Judith Suminwa a réuni en séance de travail les ministres concernés par le secteur de transport ainsi que les autorités de Kinshasa. Au cours de cette réunion, le gouverneur Daniel Bumba a regretté que les transporteurs n'aient pas donné un préavis de grève malgré le cadre de concertation qui existe entre l'exécutif provincial et les opérateurs privés. Autre cas de mouvement de grève examiné, c'est celui des agents de la Société de transport du Congo, Transco. À ce sujet, la première ministre a donné des instructions claires aux ministres concernés en vue d'apporter des solutions. Écoutons tour à tour le gouverneur Daniel Bumba et le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Il s'agissait de la grève évidemment de transporteurs privés, mais vous savez aussi que l'État intervient à travers Transco, mais qu'il existe aussi Transacademia qui est dédié spécifiquement aux étudiants. Donc il était question par exemple pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de Transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Il y a eu des revendications qui ont été données, notamment en ce qui concerne l'attitude du comité de gestion dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Des décisions seront prises à ces propos, mais très rapidement, le vice-premier ministre de l'économie a dit avoir mis à disposition quelques mètres cubes de carburant permettant à l'entreprise d'être soulagée, que 2 mois d'arriérés observés à ce niveau-là seront apurés.
Sur un autre registre, mais dans les mêmes esprits, il était question de regarder aussi la situation du côté de Transacademia et les dispositions qui devaient être prises de ce côté-là l'ont été aussi pour nous assurer que de manière générale, la problématique de transport, en tout cas pour ce qui concerne l'État, a été mise sur la table. Nous assurons que le cadre de concertation va continuer parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de division de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que, alors que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Donc voilà, pour éviter les os. Alors de ce contrôle-là, alors il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre des arrangements afin que tout rentre à la normale. Et juste après, le vice-premier ministre en charge des transports a tenu une séance de travail avec le banc syndical de la Société de transport du Congo, Transco. Jean-Pierre Bemba a appelé à la fin du mouvement de grève tout en rassurant que des résolutions seront prises pour répondre aux préoccupations des agents dans un bref délai. Le point avec Lydie Malé. La société Transport au Congo, Transco, a traversé hier une situation compliquée qui a déclenché une grève sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, provoquant une paralysie d'activité économique. Aussitôt, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a convoqué une réunion autour du banc syndicat de la Société de transport du Congo pour décompter la situation. Au cours de cette réunion de travail, avec le banc syndicat de Transco et le gouvernement congolais, Jean-Pierre Bemba a ainsi donc promis de payer 2 mois de salaire de juin et juillet, ainsi que les allocations scolaires dès le 15 août et 600 mètres cubes de carburant chaque mois, subvention de l'État congolais. Un audit diligenté par son Excellence qui commence aujourd'hui. Et il est demandé à tous les agents Transco qui détiennent de preuves sur la mégestion de contacter les auditeurs pour que un rapport circonstancié soit dressé et après ces rapports-là, des décisions seront prises. De 2, les paiements de 2 mois de salaire des agents, donc juin et juillet 2024, et le gouvernement, par le biais de son Excellence, a promis qu'au plus tard, le 15 août, les frais de scolarité seront payés aux agents. 3, un plan de relance pour Transco va commencer à la journée de mercredi. Et 4, il est demandé aux travailleurs de reprendre des travail parce que le gouvernement assure maintenant d'une manière régulière la fourniture en carburant en termes de 600 mètres cubes chaque mois. Le gouvernement a pris cela en charge et nous allons voir que d'une manière régulière, 600 mètres cubes de carburant seront donnés à Transco pour faire le transport comme il se doit. C'est pourquoi nous leur demandons de reprendre le travail comme il se doit, parce qu'ils seront payés, parce que le carburant sera là, et l'histoire de la mégestion sera prise en compte dans l'audit qui va se faire à partir d'aujourd'hui. Et cet audit-là ne durera que 48 heures. Maître Didier Kimbundu, président de l'intersyndicat des agents de Transco, a au sortir énuméré quelques résolutions prises. La délégation syndicat de Transco a appelé ses agents à la cessation de la grève entamée depuis le 22 juillet 2024. Le président de l'intersyndicat de Transco a déclaré que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris en compte les doléances des agents et a promis d'apurer ce retard. La Namibie et la RDC ont convenu d'intensifier leur collaboration dans le domaine de l'énergie à travers leurs ministères respectifs. Le représentant de la Namibie en RDC, Simeon Ulinga, s'est entretenu à ce sujet avec le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba.
Le but poursuivi pour cette rencontre était de renforcer le lien entre les deux pays en matière d'hydroélectricité. Pour sa part, l'ambassadeur Oulenga a souligné l'importance de cet échange, mettant en avant la coopération entre les ministères de des pays dans le domaine énergétique. Je viens voir le ministre, c'est pour la première fois que je viens le voir. Je me suis présenté au ministre et je suis en train de chercher la coopération entre les deux ministères. Le ministre des Ressources hydrauliques et énergie, ici en RDC, et le ministre des Mines et Énergie en Namibie. C'est par rapport à la coopération. Allant pratiquement dans le même sens, tout en ajoutant une optique, Teddy Luamba a exprimé sa volonté de collaborer avec la Namibie dans ce même domaine. Avec une attitude remarquable, il s'est montré attentif aux propositions des 100 hôtes. Le Sri Lanka veut aussi une coopération bilatérale avec la RDC dans ce domaine en misant sur l'énergie solaire. Cela ressort de l'entretien qu'a eu le ministre Teddy Luamba avec l'ambassadeur permanent du Sri Lanka qui a été accrédité dans 20 pays africains sur ces sujets. Ce jour-là, 30 juillet 2006, se tenaient les premières élections présidentielles en République démocratique du Congo depuis les années 60. Selon les règles démocratiques, plus de 25 millions d'électeurs étaient appelés à départager les 33 candidats en lice. Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba furent les premiers avec respectivement 44,8% et 20%. L'UDPS décida de boycotter ces élections. Retour sur ce fait historique avec Roger Marley, le Congo. C'était une journée où l'appareil des mesures de l'ambiance marquerait des chiffres très élevés. Toute la République démocratique du Congo a bougé. Des élections full option. Il suffisait de le voir à travers le nombre de candidats à cette présidentielle. 32, plus le chef de l'État en place, Joseph Kabila. Ce qui fait un total de 33 candidats. Un record dans l'histoire des élections dans le monde. Un grand travail pour éplucher les dossiers de chaque prétendant par le président de l'institution alors dénommée CEI, Commission électorale indépendante, l'abbé Apollinaire Muologu Malumalu. Parmi ces 33 candidats, hormis Kabila, quelques têtes célèbres dont Jean-Pierre Bemba, Arthur Zaïd Ngoma, Antoine Gizenga et même des femmes, Justine Poyo Kasavubu, Catherine Nzuzi Wambombo et autres. Étienne Tshisekedi avait boycotté ce scrutin. La MONUSCO et EFOR, celle-ci venue de l'Union européenne, ont sécurisé le scrutin dont le résultat était le débouché vers le deuxième tour entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Fin de la première partie de ce journal. Reste avec nous pour la revue de presse dans un instant. Revue de presse qui nous sera présentée par Christine Chibuka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Jordi. Premier titre à Kinshasa, Judith Suminwa, Première ministre, désamorce la grève des transporteurs urbains des secteurs publics et privés. En effet, Jordi, ayant appris la grève des transporteurs urbains du secteur privé et public observée lundi 29 juillet 2024 à Kinshasa, la Première ministre Judith Suminwa a convoqué une réunion dans son cabinet de travail avec le ministre du secteur et les autorités de la ville. Prenant la parole au cours de cette rencontre, RTNC.CD renseigne que le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a regretté que le conducteur des transports en commun n'ait pas donné un préavis de grève malgré les cadres de concertation qui existent au niveau de la ville. ACP.CD rapporte qu'un autre cas de mouvement de grève examiné, c'est celui des agents de la société de transport du Congo. À ce sujet, la Première ministre a donné des instructions aux ministres concernés, notamment le vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication et le ministre des Finances. Ainsi, Ecomine.cd souligne que le gouvernement a annoncé qu'il allait apurer 2 mois d'arriérés de salaire des employés de Transco et approvisionner la société en carburant. Une démarche similaire sera entreprise à Transacademia. À l'issue de ces discussions, la délégation syndicale de Transco a appelé à la fin de la grève lundi 29 juillet. Le gouvernement a pris en compte de doléances des agents et promis de régler les allocations scolaires d'ici au 14 août. Cette intervention rapide de Judith Suminwa démontre l'importance
accordée par le gouvernement à la stabilité du secteur des transports, essentiel pour le bon fonctionnement de l'économie et la mobilité des citoyens quinois. Autre titre, transport aérien civil, le gouvernement saisit l'OACI pour les attaques rwandaises de brouillage compromettant la sécurité. Exactement, la RDC accuse le Rwanda de brouiller son système de transport aérien. Dans un communiqué consulté par 7sur7.cd, le ministère de la Communication et Médias fait savoir que les interférences dangereuses sont observées dans le système de positionnement global des avions dans les zones du vol de Nord Kivu, notamment Goma, Beni, Butembo, Kibumba et Kanyabayonga. La prospérité.cd rapporte que ces actes compromettent gravement la sécurité du transport aérien civil, posant un risque significatif pour tous les vols, y compris les compagnies aériennes commerciales. Desco.com souligne que selon une enquête technique réalisée par les services compétents, il a été confirmé que ce brouillage sont l'œuvre de Rwanda Defense Force et de ses alliés, les terroristes de l'AFC M23. Cette investigation a été corroborée selon le même communiqué par les rapports d'acteurs internationaux opérant sous mandat international du Conseil de sécurité des Nations Unies dans les domaines de l'aide humanitaire et des opérations de paix, ainsi que les organisations non gouvernementales internationales. La RDC est partie à la Convention relative à l'aviation civile internationale de 1944, a saisi les instances régionales de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour demander des sanctions appropriées contre le Rwanda. Merci pour ce complément d'information, Christine. Je vous en prie, Jordi. Et avant de clore ce journal, rappelons que les résultats de l'Exeta 2024 pour les provinces éducationnelles de Kinshasa, Tchangu, Tanganyika 1, Congo Central 3, Maindombe 1 et Kwango 2 seront disponibles dans les prochaines heures auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Fin de ce journal, excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Éduc.